Il y a très très longtemps, dans l'ancien Japon, le royaume de la mer était gouverné par Ryujin, le magnifique roi dragon de la mer. Le souverain exerçait un immense pouvoir, régnant sur toutes les créatures marines, petites ou grandes, et détenant dans ses coffres les joyaux de marée basse et de marée haute, qui, jetés dans l'eau, faisaient respectivement reculer l'océan, ou bien enfler les vagues aussi hautes que des montagnes pour noyer la côte sous un tsunami. Et bonsoir, dragon bleu. Le palais sous-marin de Ryujin était si beau que personne n'avait jamais rien vu de tel, pas même en rêve. Au mur de corail s'ajoutait un toit de jade et de chrysoprase, ainsi que des sols pavés de la nacre la plus fine. Mais en dépit d'un royaume immense, d'un palais splendide et d'un pouvoir indiscutable sur tout l'univers de la mer, le roi dragon était profondément malheureux car il régnait seul. Il finit par penser que le mariage le rendrait à la fois plus heureux et plus puissant. Il décida donc de prendre épouse. Ayant convoqué tous les poissons à son service, il en choisit plusieurs qu'il nomma ambassadeurs et les chargea de se mettre en quête d'une jeune princesse dragon qui accepterait de devenir sa femme. Ces derniers revinrent au palais en compagnie d'un adorable dragon femelle, aux écailles d'un vert brillant comme les ailes d'un scarabée d'été, aux yeux pétillants et revêtus de somptueux habits ornés de broderies à motifs marins. Le roi eut un véritable coup de foudre et les noces furent célébrées en grande pompe. Toutes les créatures de l'océan, des gigantesques baleines aux minuscules crevettes, affluèrent pour féliciter les mariés, leur souhaitant de vivre longtemps et dans le bonheur. Jamais le monde des poissons n'avait réuni une telle assemblée ni connu de festivités plus joyeuses. Le cortège des porteurs du trousseau de la mariée, dans sa nouvelle demeure, semblait s'étirer d'un bout à l'autre de la mer. Chaque poisson en habit de cérémonie resplendissant de bleu, de rose et d'argent tenait une lampe phosphorescente, et les vagues qui, cette nuit-là, s'élevèrent et s'abaissèrent avant de briser semblaient scintiller de blanc et d'émeraude, car le phosphore redoublait d'éclat en l'honneur de l'événement. Pendant quelque temps, le roi dragon et son épouse vécurent heureux. Ils s'aimaient tendrement, le marié prenant plaisir à montrer à sa femme les merveilleux trésors de son palais de corail, et cette dernière ne se lassant jamais de parcourir en compagnie de son époux les vastes salons et jardins. L'existence avait pour eux deux un air d'éternelle journée d'été. 2 mois s'écoulèrent ainsi dans le bonheur, mais la reine fut bientôt contrainte de s'aliter. Extrêmement peiné de voir sa bien-aimée si souffrante, le roi envoya aussitôt quérir le poisson médecin. Celui-ci donna les instructions précises aux domestiques pour qu'ils s'occupent bien d'elle et la servent avec diligence. Mais malgré tous leurs soins et leurs remèdes prescrits par le poisson médecin, la jeune reine ne montra aucun signe de rétablissement et son état s'aggrava même de jour en jour. Le roi dragon s'interrogea alors et demanda au médecin en lui reprochant de ne pas avoir accompli son devoir. Soucieux d'avoir déplu à son souverain, le médecin lui dissimula son manque d'expérience et déclarait savoir de quel remède la malade avait besoin, en ajoutant cependant qu'il était introuvable dans la mer. « Veux-tu dire que tu ne peux pas te le procurer ?» demanda le roi dragon. « Exactement, répondit le médecin. « Que te faut-il donc pour ma reine ?» insista Ryujin. « Le foie d'un singe vivant, » répliqua le médecin. « Le foie d'un singe vivant ? Mais comment l'obtenir ?» répéta le roi. « C'est le seul moyen pour que sa majesté, la reine, guérisse vite, » affirma le médecin. « Très bien, dans ce cas, nous en trouverons un d'une façon ou d'une autre. Mais où ?» s'enquire Ryujin. Le médecin expliqua au roi dragon qu'à une certaine distance vers le sud, l'île aux singes abritait un grand nombre de ces animaux. « Il suffira d'en capturer un seul, » déclara le médecin. Certes, mais comment, dit Ryujin d'un air perplexe. Les singes sont des animaux terrestres, et nous vivons dans l'eau. Hors de notre élément, nous pouvons difficilement agir. Je ne vois pas comment nous y arriverons. J'ai bien conscience du problème, mais je suis sûr que parmi vos innombrables serviteurs, il y en a bien qui saura gagner le rivage dans ce but précis, rétorqua le médecin. Il le faut, conclut le roi. Il convoqua alors son majordome et lui demanda son avis. Celui-ci réfléchit un moment, puis répondit tout content. « Je sais quoi faire. Demandons à la méduse. Kurage.
Malgré sa laideur, elle peut s'enorgueillir de marcher au sec sur 4 pattes comme la tortue. Dépêchons-la vers l'île aux singes pour s'en emparer. D'aucuns rétorqueront à juste titre. Comment cela? Les méduses n'ont pas de pattes? Mais l'histoire n'est pas terminée. Ainsi, la méduse fut convoquée chez le roi, qui lui expliqua ce qu'il attendait d'elle. Surpris par la mission qui lui était confiée, la méduse demeura perplexe et déclara ne jamais s'être rendue sur l'île en question et n'avoir aucune expérience en matière de chasse aux singes, de sorte qu'elle craignait de voir une telle entreprise vouée à l'échec. « Eh bien, indiqua le majordome, il ne faudra faire usage ni de force ni d'adresse, la ruse est la clé de la réussite. » « Mais comment ruser avec un singe? Je n'en ai pas la moindre idée, répliqua la méduse encore plus désemparée. « Je vais t'expliquer, ajouta l'astucieux majordome. Une fois sur l'île, approche-toi d'un groupe et essaie de te lier d'amitié avec au moins un de ses membres. Dis-lui que tu es au service du roi dragon. Invite-le à t'accompagner pour visiter le grand palais de ce dernier. Décris le plus fidèlement possible sa demeure et les merveilles sous-marines pour aiguiser sa curiosité et lui donner envie de se rendre compte par lui-même. » « Mais comment l'amener jusqu'ici? Tu sais bien que les singes ne savent pas nager, » rappela la méduse avec réticence. « Tu la porteras sur ton dos. Sinon, quel intérêt d'avoir une carapace, lança le majordome. « Il ne sera pas trop lourd? » s'informa la couragée. « Ne t'inquiète pas, seule importe ta mission pour le roi dragon, conclut le majordome. « Je ferai de mon mieux, assura la méduse avant de quitter le palais et de nager en direction de l'île aux singes. Avançant rapidement quelques heures, lui suffirent pour arriver à destination et se laisser déposer par une vague sur le rivage. Regardant autour d'elle, elle aperçut non loin d'un grand pin aux branches pendantes avec, sur l'une d'elles, exactement ce qu'elle cherchait, un singe vivant. « Quelle chance, pensa la méduse. Il ne me reste plus qu'à ruser pour convaincre cette créature de me suivre jusqu'au palais et le tour sera joué. » La méduse s'avança lentement en direction du pin. Une fois qu'elle l'eut atteint, elle éleva la voix et lança. « Comment allez-vous, monsieur le singe? Quelle belle journée, n'est-ce pas? »« Vraiment magnifique, répondit le singe perché sur sa branche. Mais je ne vous ai jamais vu dans cette partie du monde. D'où venez-vous? Comment vous appelez-vous? »« Mon nom est Kurage, ou Méduse. Je suis au service du roi dragon et j'ai tellement entendu parler de votre île splendide que je suis venu exprès l'admirer, expliqua la méduse. « Ravi de faire votre connaissance, assura le singe. À propos, ajouta la méduse, avez-vous jamais vu le palais du roi dragon de mer où je vis? J'en ai souvent entendu parler, mais je n'y suis jamais allé, répondit le singe. Alors il faut absolument venir. Quel dommage de passer toute son existence sans le visiter. Le palais est d'une beauté indescriptible. Il s'agit à mon avis de l'endroit le plus magnifique du monde. À ce point? Demanda le singe étonné. La méduse sauta sur l'occasion et entreprit de décrire du mieux qu'elle put le majestueux et splendide palais du roi dragon. Les merveilles du jardin aux plantes singulières, avec ses coraux blancs, roses et rouges, et ses fruits encore plus étranges, semblables à de gros bijoux pendant sur leurs branches. Le singe était de plus en plus intéressé, et tout en écoutant, il descendit peu à peu de l'arbre, sans perdre un mot du fantastique récit. « J'ai fini par l'attraper, pensa la méduse avant de s'écrier. « Monsieur le singe, je dois maintenant m'en retourner. Mais comme vous n'avez jamais vu le palais de mon maître le roi dragon, accepteriez-vous de m'accompagner? Je pourrais vous servir de guide et vous montrer tous les recoins de la mer qui ne manqueront pas d'émerveiller une créature terrestre comme vous. »« J'adorerais venir, dit le singe, mais comment vais-je pouvoir traverser les eaux? Comme vous devez le savoir, je ne sais pas nager. »« Aucun souci, je vous transporterai sur mon dos. »« Je serai un effroyable fardeau, ajouta le singe. »« Pas tant que cela, je suis plus forte que vous semblez le croire. » Alors, n'hésitez pas, assura la méduse avant de prendre le singe sur son dos et de s'engager dans l'océan. Ne bougez pas, monsieur singe, avertit la méduse. Il ne faut pas tomber dans la mer. Je dois vous emmener sain et sauf jusqu'au palais royal. Je vous en prie, n'allez pas trop vite, sinon je suis sûr de finir dans l'eau, s'inquiéta le singe. Ils poursuivirent ainsi leur chemin, la méduse fendant les flots avec le singe assis sur son dos. À peu près à mi-parcours, la méduse, ignorante en matière d'anatomie, se demanda si le singe avait bien son foie sur lui. « Dites-moi, monsieur singe, auriez-vous par hasard quelque chose qui ressemble à un foie ?» Très surpris par cette étrange question, le singe voulut savoir pourquoi la méduse s'intéressait à cet organe.
C'est primordial, je viens de m'en souvenir, déclara la stupide Méduse. En quoi mon foie vous intéresse-t-il donc? Répéta le singe. Oh, vous le découvrirez bientôt, lança l'autre pour toute réponse. Mais le singe, de plus en plus étonné et méfiant, insista jusqu'à ce que la Méduse lui avoue à quoi son foie servirait. Il en appela alors au sentiment de son interlocutrice, se déclarant très troublé par ses propos. Voyant le singe extrêmement perturbé, la Méduse eut pitié de lui et lui raconta tout. La reine dragon étant tombée malade, le médecin avait affirmé que seul le foie d'un singe vivant pourrait la guérir, et le roi dragon l'avait donc envoyé en chercher un. J'ai ainsi rempli ma mission, et dès notre arrivée au palais, le médecin voudra avoir votre foie. J'en suis bien désolé pour vous, conclut la sotte Méduse. Ces mots terrifièrent le pauvre singe, qui se sentit aussitôt très irrité par le mauvais tour qui lui avait été joué. Il tremblait à l'idée du sort qui l'attendait. Mais en animal rusé, le singe pensa que le plus sage était de cacher sa peur et s'efforça donc de se calmer en réfléchissant à un moyen de s'échapper. Le médecin a l'intention de m'ouvrir le ventre pour prendre mon foie? Pourquoi devrais-je mourir? S'interrogeait le singe. Il eut soudain une excellente idée et déclara avec une certaine allégresse. Dommage, Madame Méduse, que vous ne m'en ayez pas parlé avant de partir. Si je vous avais expliqué pourquoi je voulais que vous veniez avec moi, vous auriez refusé de me suivre, rétorqua la Méduse. Vous vous trompez, ma chère, affirma le singe. Les singes ont toujours un foie ou deux de côté, surtout pour l'épouse du roi dragon de la mer. Si j'avais pu imaginer un instant qu'il vous en fallait un, je vous l'aurais offert avant même que vous n'en fassiez la demande. J'en ai plusieurs. Il est vraiment dommage que vous ne m'en ayez pas parlé plus tôt, car j'ai laissé tous les foies accrochés au pain. Vous avez laissé votre foie chez vous? Interrogea la Méduse. Oui, dit le rusé singe. Pendant la journée, j'ai l'habitude de suspendre mon foie à la branche d'un pin pour ne pas être gêné quand je grimpe d'arbre en arbre. Et aujourd'hui, absorbé comme je l'étais par votre description, je l'ai complètement oublié. Si seulement vous m'en aviez fait mention, je n'en serais souvenu et je l'aurais apporté avec moi. La Méduse fut très ennuyée en entendant ces propos auxquels elle crut sans le moindre doute. Sans son foie, le singe ne servait à rien. Elle finit donc par s'arrêter et par l'avouer au singe. Il y aurait bien une solution, lança le singe. Je suis tellement désolé de ce contretemps. Ramenez-moi où vous m'avez trouvé pour que je puisse aller chercher mon foie. La Méduse n'aimait pas du tout l'idée de refaire tout le chemin en sens inverse, mais le singe lui assura qu'il prendrait son meilleur foie et qu'il l'emporterait 7 fois avec lui si elle avait la gentillesse de le reconduire chez lui. Convaincue, la Méduse fit demi-tour et retourna à l'île aux singes. Dès que la Méduse atteignit la côte, le singe sauta sur le rivage, grimpa dans le pin où il se trouvait lors de leur rencontre, détacha vivement les pignes sur les branches, tout heureux d'avoir regagné son abri, puis surplombant la Méduse, déclara « Merci beaucoup pour tout le mal que vous êtes donné. À votre tour, ne manquez pas de présenter mes hommages au roi dragon. » La Méduse s'étonna de ce discours et du ton railleur avec lequel il fut prononcé. Elle demanda alors au singe s'il était encore disposé à l'accompagner une fois rentré en possession de son foie. Le singe répliqua en riant qu'il ne pouvait pas se permettre de perdre son foie, il était trop précieux. « Mais vous l'avez promis, supplia la Méduse au comble du découragement. J'ai menti, et de toute façon la promesse est maintenant caduque, insista le singe en commençant à se moquer d'elle, en lui disant qu'il l'avait trompée tout le temps, qu'il n'avait pas l'intention de mourir, ce qui serait certainement passé s'il s'était rendu au palais du roi dragon de la mer, avec ce vieux médecin qui l'attendait, au lieu de persuader la Méduse de s'en retourner avec une excuse. Pas question de vous donner mon foie, bien évidemment. Mais venez donc le chercher si vous y parvenez, ajouta le singe en se moquant. La Méduse ne put alors que regretter sa bêtise et retourner chez le roi dragon de la mer pour lui avouer son échec. Elle repartit donc tristement à la nage. La dernière chose qu'elle entendit en s'éloignant et en laissant l'île derrière elle fut le rire du singe qui la raillait. Entre-temps, le roi dragon, le médecin, le majordome et tous les serviteurs attendaient impatiemment le retour de la Méduse. Quand ils la virent s'approcher du palais, ils la saluèrent avec joie. Ils la couvrirent de remerciements pour s'être rendue à l'île aux singes. Puis ils lui demandèrent où était le fameux animal. L'heure des contes avait sonné. La Méduse tremblait comme une feuille en racontant son histoire, comme elle avait amené le singe à mi-parcours, comment elle avait stupidement révélé le secret de sa mission, et comment le singe l'avait trompé en lui faisant croire qu'il avait laissé son foie chez lui.
Le roi dragon entra dans une colère noire et ordonna aussitôt que la méduse soit sévèrement punie. La punition, vraiment épouvantable, consistait à extraire tous les os de son corps vivant avant de la rouer de coups de bâton. La malheureuse méduse, effrayée et humiliée au-delà de toute description, demanda pardon en pleurant. Mais les ordres du roi dragon devaient être exécutés. Les serviteurs du palais se munirent sans tarder chacun d'un bâton, entourèrent la méduse, lui arrachèrent les os, la frappèrent jusqu'à la réduire en un tas de gélatine et la traînèrent hors des grilles de la demeure royale avant de la jeter à la mer. Ils l'abandonnèrent là pour qu'elle souffre et se répande de son bavardage imbécile, en s'habituant à son nouveau corps désossé. Cette histoire prouve qu'autrefois la méduse avait une carapace et des os, comme une tortue. Mais depuis le jour où notre pauvre méduse subit la sentence du roi dragon de la mer, ses descendants naissent mous et sans os, comme les méduses qui, portées par les flots, s'échouent sur le rivage du Japon.